Donc, pour éliminer, je dirais, tout de suite le malentendu autour de ce qui brille, c'est évident que les lumières dont il est question dans cette conférence, c'est évidemment le siècle des Lumières, où tout court les Lumières. Un terme qui nous renvoie au XVIIIe siècle. Cela dit, ça vaut la peine peut-être, j'aimerais dire dans cette conférence le faire, d'attacher un peu d'importance aux mots, à l'histoire des mots. On appelle le XVIIIe siècle le siècle des Lumières en France depuis très peu de temps. Je dirais au maximum 40 ans. Hein? Pour les hommes du XVIIIe siècle, leur siècle ne s'appelait pas le siècle des Lumières. Ils disaient, quand ils parlaient de leur siècle, que c'est notre siècle éclairé. Parfois, ils disaient c'est notre siècle philosophique, mais pas le siècle des Lumières. Le terme siècle des Lumières vient de l'allemand, du terme Aufklärung. Aufklärung, ce qui veut dire éclairer. Et c'est un terme intraduisible en français parce qu'il désigne à la fois l'action d'éclairer et le résultat de ce qui est être éclairé. D'où également un terme allemand extrêmement important, Aufklärer, c'est-à-dire celui qui éclaire. En français, il faudrait dire un éclaireur, mais ce n'est pas exactement ça. Hein? Maintenant, on a inventé un néologisme qui me plaît, hein? Un éclairant. Celui qui éclaire, qui, par sa raison, veut diffuser les lumières. Cela dit, acceptons le terme tel qu'il existe, les lumières dont il sera question ici, c'est une époque culturelle qui s'étale, je le rappelle, pour se situer dans le temps, quelque part de la fin du XVIIe siècle, de l'époque qu'on appelle parfois l'époque de la crise de la conscience européenne, qui traverse l'Europe, disons, dans les années 80 du XVIIe siècle, et qui se termine quelque part au XIXe siècle, après la Révolution française. Oui, quelque part, disons, avec la Restauration. La Révolution marque à la fois, en quelque sorte, le point culminant des Lumières et sa profonde crise. Les Lumières sont soumis, pendant la Révolution, à une terrible épreuve. Ils s'en sortent à la fois confirmés, à la fois remis en question. Cela dit, il ne faut pas confondre la culture du XVIIIe siècle avec les Lumières. Les Lumières, c'est une certaine formation culturelle, un ensemble de représentations, des idées, des pratiques, des valeurs, qui se distinguent, pour reprendre quelques clichés, hein, par l'affirmation de l'autonomie de l'individu, ce qui vient de rappeler Jacques Ralit, par leur rationalisme, par la quête du bonheur individuel et collectif, par les combats contre les préjugés, autant de clichés. Je les remettrai un tout petit peu en cause dans la suite, mais rappelons d'abord les clichés. Les Lumières s'associent à quelques figures emblématiques. Montesquieu, Diderot, Voltaire, évidemment, bien que Voltaire est un homme du XVIIe siècle. Il est né au XVIIe siècle, il est lié à la culture du XVIIe siècle, mais il traverse les siècles, il a vécu longtemps. Jean-Jacques Rousseau, évidemment, sur lequel je reviendrai. Cela dit, n'ayons aucune illusion, ce ne sont pas ces auteurs-là qui sont lus, effectivement, les plus lus au XVIIIe siècle. Les livres les plus lus au XVIIIe siècle, ce sont d'abord les livres de piété de divers types. Et ce sont les almanachs.
Les almanachs, on les trouve aujourd'hui comme un résidu culturel, c'était des petits livrets où il y avait les calendriers et puis il y avait des recommandations quand on doit se purger, dans quel jour il ne faut pas partir en voyage, les prépices, comment distinguer un bon cheval, quelques proverbes. Ça se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires. Un livre de Rousseau, un best-seller, fait, disons, avec les contrefaçons, ça va aller à 10 000, à 12 000. Hein. Le monument du siècle, l'encyclopédie de Diderot, ça fait entre 4 et 5 000. Bon, avec les contrefaçons, ça fera beaucoup plus. Autrement dit, la lumière est une formation culturelle qui concerne les élites. C'est une culture des élites dans un environnement culturel qui reste largement traditionnel. La France du XVIIIe siècle est encore un pays largement analphabète, surtout dans les campagnes, ça va mieux dans les villes. C'est un pays rural, avec les traditions rurales, où on va à la messe dimanche, où on organise l'année selon le cycle Pâques, parce que même pas Noël, mais on commence à Pâques, ensuite le cycle de Saint Patronus, Saint Martin, Saint Gervais, un pays de patois, non pas un pays de Français. Donc c'est dans cette France qu'il y a une lutte qui est déjà importante, difficile de la chiffrer, et qui véhicule des lumières. Voilà les lumières. Maintenant, qu'en est l'utopie? Donc je ne vais pas revenir à l'histoire de l'utopie, on en a parlé, mais j'aimerais faire une distinction. Dans cette histoire, disons, de quelques siècles de l'utopie, si on prend comme point de départ la date de 1516, quand Thomas More publie son premier livre, l'Utopie, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on peut risquer la distinction des périodes que j'appellerais les périodes chaudes de l'utopie. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup des images utopiques, des représentations utopiques, des textes utopiques. Il y a un intérêt à l'utopique, il y a une sorte d'explosion de l'imagination sociale. Et il y a des périodes froides, où les gens ne s'intéressent pas, où cette imagination sociale semble retomber. Pourquoi des périodes chaudes, pourquoi des périodes froides? C'est pas facile, au moins pour moi c'est difficile de trouver une explication, mais au moins on peut le constater. Or, la lumière est une période chaude de l'utopie. Et je vous donne tout de suite un exemple. En 1787, un éditeur, qui d'ailleurs fonctionnait jusqu'à il y a quelques années seulement, il a fait faillite, oui. Il en reste encore des survivants, des résidus de ces éditeurs qui s'appellent Garnier, les éditions Garnier, lancent une collection en 39 volumes qui s'appelle Voyage imaginaire, romanesque, merveilleux, allégorique, amusante, comique et critique, suivi de songes, de visions et de romans kabbalistiques. 39 volumes. Or, dans cette collection, on trouve de tout. C'est un vrai bric-à-brac. Une large place revient aux utopies, essentiellement aux textes anciens, ce qu'on appelle le voyage imaginaire. Qu'est-ce qu'on y trouve? Par exemple, on trouve un livre qui a été très lu à la fin du XVIIe siècle, complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle l'histoire de Sévarambes. Les Sévarambes, c'est un peuple inexistant. On présente les mœurs et une république idéale de ce peuple. L'auteur s'appelle Denis Verras, on l'a complètement oublié.
je vous cite un autre exemple. Il y a un livre d'un certain Gabriel Foigny, qui est un prêtre défraqué, qui a un peu, il s'est reconverti au protestantisme. Il a vécu dans les années 20 du XVIIIe siècle, défroqué, puis il est allé à Genève. Là, il était accusé d'avoir été fornicateur. Bon, peu importe. Il a écrit un livre qui s'appelle La Terre australe. La découverte de la Terre australe, c'est pas Australie parce qu'elle n'est pas encore découverte. Oui, c'est un pays imaginaire, un pays heureux, aux mers pacifiques. Donc, les habitants se distinguent entre autres du fait qu'ils ne sont pas soumis aux passions qui nous travaillent. Et c'est là pour une raison spécifique, parce qu'ils sont tous hermaphrodites. Donc c'est un pays d'hermaphrodites. Voilà. Également un livre complètement oublié. Bon, on trouve là-bas également des ouvrages qui sont devenus des classiques, et qui sont des classiques d'utopie. Par exemple, Le Voyage de Gulliver, qui aujourd'hui est devenu un tout petit peu un livre pour les enfants, mais qui, à vrai dire, est un grand livre sur les utopies. C'est une parodie, une critique de l'utopie et de la société contemporaine. On pourrait y revenir. Et toutes les imitations des voyages de Gulliver de Swift. Il y a un livre qui connaît un énorme succès, qui est le Robinson Crusoe de Defoe, et les autres Robinsonades qu'on assimile aux utopies. Une île où on se retrouve naufragés ou plusieurs naufragés construisent une société. Or, ce qui est remarquable, que cette collection en 39 volumes, commentée, où les gens se mélangent, elle est liée évidemment comme un divertissement. Si le premier livre paraît en 1937. Le dernier volume de cette collection est publié la même année dont date la lettre de Babeuf que vous avez citée, c'est-à-dire quelque part au printemps 1789. Or, l'histoire arrange parfois des symboles faciles. Rien de plus frappant que de constater que la plus importante collection de textes utopiques publiés en France, avant ou après la Révolution, mais publiée, elle paraît en 89, donc à l'année même, on prend la Bastille, on commence la Révolution. Rien de plus facile que d'en conclure que les utopies ont anticipé, voire préparé la Révolution française. C'est presque une évidence qui vient des rapprochements de ces dates. Ces rapprochements rejoignent d'ailleurs un autre cliché qui s'ajoute au fait que j'ai évoqué, à savoir que ce sont les Lumières qui ont préparé la Révolution française. Je crois que ce cliché est faux, mais encore il faudra m'inviter à une autre conférence pour que je vous dise pourquoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ça, que si vous avez un rapprochement des utopies qui paraissent en 89 et de la Révolution qui éclate en 89, c'est presque une voie royale. On passe de l'utopie à la Révolution. Alors moi, personnellement, je crois que l'historien se méfie de ce genre de voie royale, de ces autoroutes de l'histoire, savez-vous, des grands boulevards. Il soupçonne toujours qu'il y a quelque chose de piégé dans ce genre d'autoroute, savez-vous. L'historien, lui, il aime, je dirais, des voies détournées plutôt. Il cherche la vérité historique souvent sur des sentiers un peu sinueux, savez-vous, et non pas sur les grands boulevards. Il croit que ces rapprochements
cache beaucoup plus qu'il révèle. Il me semblait utile pour vous le dire, parce que je peux vous parler d'une utopie, je vais partir d'une utopie, qui n'entre pas d'ailleurs dans les livres dans cette collection, parce que cette collection prenait surtout des livres un peu plus anciens, et ça c'était vraiment une nouveauté, qui parle de l'avenir. Le livre que je vais vous présenter est un livre de Louis-Sébastien Mercier, je dirais dans un moment quelques mots sur l'auteur, qui s'appelle « L'an 2440 ». Rêve si on n'en fit jamais, qui est publié à Amsterdam en 1770. Il est publié à Amsterdam pour des raisons évidentes, pour éviter la censure. Louis-Sébastien Mercier, qui est né en 1740, retenez cette date, elle est importante, est décédé en 1814, donc il a traversé la France de Louis XV, la France de Louis XVI, la Révolution française. Bonaparte, il est mort la veille de la Restauration. C'est un écrivain prolifique, auteur de pièces théâtrales qui ont connu à l'époque de grands succès et que personne ne monte aujourd'hui sur scène, de comédies de mœurs, mais également des pièces historiques, de tragédies, imitations de Shakespeare, également un peu complètement oubliées, mais non, j'ai vu maintenant qu'on a réédité quelques pièces de Mercier. Mais Mercier connaît aujourd'hui un regain d'intérêt parce qu'il a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Les tableaux de Paris ». Il a commencé par quelques volumes et qui est devenu un ouvrage de 12 volumes et qui est fait de notes qu'on appellerait aujourd'hui journalistiques, que Mercier avait l'habitude de prendre chaque soir, de ce qu'il a vu à Paris. C'est une sorte de reportage de Paris au XVIIIe, un reportage qu'on pourrait appeler philosophique, parce qu'il n'est pas comme un reporter d'aujourd'hui qui collectionne les faits divers, mais il réfléchit, il critique la réalité, mais on trouve là-bas tout. Hein. C'est pas un article sur les greniers où on habite les écrivains inconnus ou méconnus. Il dit, j'ai vu Rousseau habitant les greniers. J'ai vu d'autres habitants des greniers avant qu'ils deviennent des grands écrivains. Je ne sais pas, le mendiant, les courses des chevaux, les fiacres, les colporteurs. L'ouvrage connaît un énorme succès et il est suivi après, en 89, non, il est publié beaucoup plus tard, oui, je ne connais plus exactement la date, probablement en 4, donc en 86, 87, 96, 97, le Nouveau Paris, en plusieurs volumes réédités maintenant, où il fait la même chose pour le Paris révolutionnaire. Et il y a tout. Il y a les prostituées, il y a la guillotine, il y a les exécutions. C'est un livre extrêmement précieux. Journaliste, Mercier est devenu homme politique d'ailleurs. Pendant la période, il était emprisonné pendant plusieurs mois. Il ne s'est pas jamais trouvé à côté de Robespierre. Alors ça non. Hein. Il était beaucoup plus proche des Girondins. Emprisonné pendant la Terreur, il est sorti après Thermidor et devient député pendant le directoire, continue à écrire un peu un misanthrope, mais un auteur de livres importants. Autrement dit, c'est un intellectuel. Encore une fois, comme vous le savez, c'est un terme anachronique. Le terme intellectuel date d'après l'affaire Dreyfus de la fin du XIXe siècle. Pour parler le langage de l'époque, c'est un homme de lettres. L'an 2440 a connu un grand succès. Mercier publie ce livre, d'abord en volume. La première édition, ça fait à peu près 300 pages. Puis le livre connaît un grand succès. Il refait une deuxième édition, mais il la gonfle
pour que ça se soit acheté. Oui, donc il ajoute encore des pages, encore des pages. On termine 30 ans plus tard avec un livre en 4 volumes, ça fait 1000 pages, où il y a déjà de tout. Le livre paraît d'hier en an 7. Entre-temps, la Révolution a changé même la manière de compter le temps. J'ai attiré votre attention sur le fait qu'il est né en 1740. Parce que cette date explique le titre de l'ouvrage. L'anecdote de l'ouvrage est extrêmement simple. L'auteur rentre fatigué d'une promenade à Paris, s'endort, et dans son rêve, il se réveille âgé de 7 siècles. Puisqu'il est né en 1740, il se réveilla en 2440. Il a 700 ans. Il se réveille, il sort pour regarder Paris, on le regarde un peu avec... il est bizarrement habillé, il regarde... Et puis il est très vieux quand même, il a vécu... Il a vieilli de 7 siècles, mais il se promène à Paris. Et les habitants de ce 25e siècle le promènent à travers Paris. Et les chapitres successifs nous présentent le Paris 7 siècles plus tard. Par rapport à nous, ça fait quand même, on est au 21e, on a quand même, il a encore un décalage de 4 siècles, oui. Bon. Donc il nous présente les nouveautés politiques, scientifiques, morales, littéraires, même technologiques. À l'occasion, et c'est ça l'idée du livre, il compare ce Paris de l'avenir avec le Paris du XVIIIe siècle qu'il a connu. Et comparer le Paris, le sien, avec celui de l'avenir, lui permet de développer toute une critique morale, politique, sociale, de la société dans laquelle il a vécu. Donc, je ne vais pas vous résumer 1200 pages de la dernière édition, j'ai fait mon travail. Je vous donne quelques exemples. La France reste une monarchie, mais le pouvoir du roi, qui pratiquement n'apparaît pas dans le livre, est purement symbolique. Elle est régie comme une sorte de république. La France est dans une Europe parfaitement pacifiée. Les frontières entre les pays voisinent, mais de communs accords entre les, pour ainsi dire, grandes puissances. Je n'entre pas dans la carte politique de cette Europe, ça nous amènerait trop loin, mais tout le monde a reconnu les frontières et elles sont considérées comme stables. D'ailleurs, ces frontières pratiquement sont inexistantes, il n'y a plus ni guerre, ni conflit, il n'y a plus d'armée en Europe, puisqu'il y a une paix permanente. On peut circuler en Europe librement. L'esclavage est partout aboli dans le monde avec de l'initiative, avec le commun accord de tous les pays européens. De même a disparu l'esclavage, même en Russie. À Pologne également, sans problème. Bon, la Pologne, c'est tout un problème parce qu'il écrit tardivement que la Pologne qui était... de son vivant, pour ainsi dire, de son époque, était partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, a retrouvé la malheureuse Pologne son indépendance. C'est un pays florissant, éclairé comme les autres pays éclairés. Mais je me limite en principe à la France, parce que c'est pour ne pas trop me disperser. La législation est transparente et simplifiée. Chaque citoyen la comprend, du coup, il n'y a pas de juriste, il n'y a pas d'avocat. On va chez un juge de paix s'il y a des conflits, et alors les conflits sont rares. Paris a complètement changé. Ça commence par le fait que toutes les rues sont éclairées.
On ne sait pas dire comment elles sont éclairées. L'imagination technologique de Mercier n'est pas énorme, hein, ce n'est pas son côté fort, hein, mais elles sont éclairées. Contrairement au Paris du XVIIIe, qui reste une ville éclairée dans quelques endroits, mais où il faut, quand on sort du théâtre, il faut avoir des gens qui portent des lanternes pour se promener. La Bastille n'existait plus, elle est détruite. Mais ce n'est pas le peuple qui a pris la Bastille, non, ça Mercier n'a jamais imaginé ça. Hein. C'est un bon roi qui a trouvé que cette norme, cette bâtisse qui gêne la circulation à Paris, c'était un vieux projet du XVIIIe siècle, il faut s'en débarrasser, elle a disparu. Après la Révolution, Mercier va se réclamer en disant, vous voyez, j'ai tout prévu, hein, j'ai tout prévu, hein. Nouveauté technologique. Peu nombreuses, une seule, il y a des aérostats. C'est-à-dire, il y a des ballons qui réunissent Paris avec le monde entier, y compris la Chine. La Chine occupe d'ailleurs beaucoup de place là-bas, dans cette vision du monde. Les grandes nouveautés sont vraiment dans le domaine intellectuel et moral. Dans cette France du XXe siècle, il n'y a qu'une seule religion. C'est une religion extrêmement vague, qui consiste en la reconnaissance d'un être suprême, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il est. C'est un créateur, donc on se contente de dire qu'il existe. Par des mouvements, on ne sait rien de positif. Par des mouvements historiques qui ne sont pas très bien explicités, il n'y a ni catholique ni protestant. Il y a ce culte œcuménique partagé partout. Il n'y a pas non plus d'athées. La population tout entière se reconnaît dans ce culte religieux. Il n'y a pas de moines, évidemment. Il n'y a pas de religieuse. D'ailleurs, quand il dit que chez nous, il y avait des moines, les passants à qui il raconte ça, dit moine, ça veut dire quoi? Vous pourriez nous expliquer? On a complètement oublié qu'est-ce que c'est. Qui a connu la promotion sociale? Évidemment, les hommes de lettres. Au lieu d'être persécutés comme il était au XVIIIe siècle, ils occupent les premiers rangs. Ils sont très appréciés. Par exemple, mais ils ont complètement changé, je dirais, de statut, de leur fonction. Ils ne sont plus isolés, ils vivent ensemble avec le peuple. Par exemple, l'Académie française. L'Académie française ne siège plus dans un magnifique palais rue de Conti, quai de Conti, mais elle est déplacée en race campagne. Pas à Aubervilliers, elle est déplacée à Montmartre, là où on trouve uniquement des chèvres où on trouvait uniquement des chèvres et des vaches. Chaque écrivain a là-bas sa petite maisonnette où il réfléchit, où il écrit, et quand ils se réunissent, chaque écrivain vient avec un fannon où sont écrits les titres de ses ouvrages, ce qui est très important. Parce que s'il a écrit un mauvais ouvrage, il ne le mettra pas sur son fannon, donc il doit écrire de bon. Les mœurs sont complètement transformées, et pour vous donner un exemple, c'est un long chapitre consacré à une exécution. Qu'est-ce qui est arrivé? À savoir un homme emporté par une passion, je ne me souviens plus, il était amoureux, semble-t-il, ou il avait un concurrent à la femme qu'il a aimée, il s'est laissé emporter, il a tué son rival. Chose rarissime. Rarissime, tout simplement. Du coup, lui est effondré, et toute la ville est effondrée.
Lui, il pleure. Évidemment, il va tout de suite vers le juge pour avouer sa faute. Le juge, quand il apprend que cette énorme tragédie s'est produite, commence à pleurer. Et toute l'audience qui est autour pleure également. On pleure chez... Il y a des torrents de larmes dans le livre de Mercier, comme on pleure en général beaucoup dans la littérature française du dernier quart du XVIIIe siècle. Savez-vous, on pourrait, je dirais, arroser beaucoup de champs avec des larmes qui sont versées à cette époque-là. Finalement, habillé en blanc, entouré par toute la population qui soutient moralement ce pauvre assassin qui ne sait plus quoi faire, on l'accompagne à son lieu d'exécution, il est là-bas fusillé, mais contrairement aux mœurs du XVIIIe siècle, sa famille n'est touchée par aucune infamie. C'est un cauchemar qui est arrivé dans ce pays. Voilà un exemple, mais j'aimerais m'arrêter sur un exemple, sur un cas qui est particulièrement révélateur de comment on imagine Mercier, ces Français du XXe siècle, à savoir quel est leur rapport à leur propre passé. Parce que ça nous réserve certaines surprises. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur passé, qui est également notre passé, hein? Parce qu'il y a un pan de passé que nous ne partageons pas avec eux, c'est-à-dire ce qui se passe jusqu'au XVIIIe pour Mercier, mais une partie est commune. Il est allé dans un collège. Or, il apprend que l'histoire occupe très peu de poids dans les cursus, dans l'enseignement du collège. Et ça, pour une raison très simple, parce que les hommes du XVIIIe siècle portent sur le passé un jugement particulièrement sévère. On enseigne très peu d'histoire parce que le passé est considéré comme une honte de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque page d'un passé jusqu'au dernier temps, jusqu'à ce que s'est établi ce nouvel ordre social, était marquée par des crimes et par des guerres. Or, pourquoi mettre sous les yeux des enfants tous ces exemples de guerres, de fanatisme, de tyrans et de fureurs? Comme on le dit aujourd'hui, sans aucune allusion au présent, pourquoi charger la tête d'un enfant de toutes les horreurs d'autrefois? Savez-vous, je ne connaissais pas l'analogie quand je préparais cette conférence. Non seulement on a fait tomber dans l'oubli des pans entiers de l'histoire, mais on a réécrit complètement l'histoire. Comment on a réécrit l'histoire? Notre visiteur est allé dans la bibliothèque du roi. Et il s'attendait. Et là, il a vu qu'aux innombrables livres sur le passé, on a substitué un tout petit livre. C'est ça, à vrai dire, l'histoire qu'on enseigne. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les pages glorieuses de l'humanité. Les grands œuvres, les grandes découvertes, parfois un bon roi, Henri IV. Louis XIV, Versailles, ça n'existe pas. Oui. La Saint-Barthélemy, il n'en est pas question. Donc il y a un petit livre éducatif qui peut servir des exemples. D'ailleurs, il s'attendait de trouver une énorme bibliothèque chez le roi, à savoir tous les livres qu'il a connus, cette grande bibliothèque, auxquels s'ajoutent tous les livres écrits entre le XVIIIe et le XXe siècle. On apprend
Il regarde, c'est une toute petite pièce. Il y a très peu de livres. Quand il demande, mais pourquoi si peu de livres? Qu'est-ce que sont devenus les autres livres? Ces livres que je connais, est-ce qu'il y avait un désastre? On lui dit non, il n'y avait aucun désastre. Au contraire, il apprend qu'au début de ce 25e siècle, de commun accord de tous les savants, des gouvernants, du roi lui-même, on a décidé d'éliminer une fois pour toutes tous les livres qui, par leurs préjugés, par leur caractère immoral, frivole, ne pouvaient que choquer les esprits nouveaux. Et du coup, on a procédé à la chose suivante. À savoir, sur une immense plaine, on a rassemblé tous les livres nocifs. On y a ajouté tous les livres théologiques, tous les livres de droit complètement inutiles. Et ça a fait une énorme pyramide, comme on lui disait, une nouvelle tour de Babel. Et je vous cite, « Nous avons mis le fait à cette masse épouvantable comme un sacrifice expiatoire offert à la vérité, au bon sens, au vrai goût. » Donc la bibliothèque de Rouen ne retient que les livres qui ont échappé aux flammes. D'ailleurs, même les livres, il passe en revue les livres, qu'est-ce qu'on a conservé de Homère, qu'est-ce qu'on a conservé d'Ovide, même des livres contemporains du XVIIIe siècle, on n'a pas tout conservé. Par exemple, Voltaire, il y avait des pièces frivoles. On les a arrachées. Par contre, on a conservé quelques drames, quelques tragédies. On a conservé Montaigne, quelques pages de Descartes, parce qu'il y a là-bas beaucoup trop de préjugés et de choses inacceptables. On a conservé Rousseau, l'ami de la vérité. Mercier d'ailleurs a connu Rousseau, il était un de l'éditeur des œuvres complètes, une des premières éditions des œuvres complètes. Or, l'image de cet énorme bûcher où on brûle des livres, où les autres livres sont purgés, nous fait frémir. Parce que c'est ça notre problème. Nous lisons les livres anciens à travers nos propres expériences, celles du XXe siècle. Or, Mercier n'est pas un Orwell qui fait purger les livres. Orwell n'est pas un nazi qui fait brûler les livres dégénérés sur les places de Berlin. Ce qu'il propose, c'est un petit jeu intellectuel. Un jeu intellectuel assez traditionnel. Il y avait une tradition littéraire de faire promener les visiteurs devant une bibliothèque idéale et de profiter de cette bibliothèque idéale pour faire la critique d'autres livres. Lui, il a ajouté, pour nous amuser, un grand feu, une énorme tour de Babel. Mais si Mercier pratique un jet intellectuel classique, il y a ajouté une nouveauté. La nouveauté consiste non pas dans le feu, la nouveauté consiste dans l'introduction du facteur temps. C'est le temps qui a fait la sélection des livres bons et des livres mauvais. C'est le temps qui a transformé Paris, où on avait peur de sortir la nuit, en une ville où on plaire un seul crime.
Ce qui change dans l'utopie de Mercier, et c'est pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que, regardez de plus près, l'utopie de Mercier est caractéristique d'un énorme changement qui s'opère au XVIIIe siècle dans les modèles même des récits utopiques. Je laisse un tout petit peu Mercier, et essayons de trouver les anecdotes liées à ce pari, on pourrait les faire indéfiniment. Essayons de comprendre où est la nouveauté, qu'est-ce qu'il a fait, hein, avec ce petit truc, j'ai dormi 7 siècles. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qui se passe dans cette France du XXe siècle, on comprend rapidement que le procédé relativement simple est le suivant. Prendre les idées les plus avancées du XVIIIe siècle et avec cet artifice d'un rêve, les présenter comme idées réalisées 7 siècles plus tard. Autrement dit, Mercier a fait ce qu'il a appris comme exergue de son livre, une phrase de Leibniz, « Le présent est riche de l'avenir ». Autrement dit, par rapport aux utopies traditionnelles qui présentaient un voyage imaginaire, où on s'est déplacé, il y avait plusieurs naufrages, etc., et à la fin, on trouvait une île où il y avait le pays idéal. Mercier introduit un voyage, pour ainsi dire, dans le temps. Mais entre le voyage dans l'espace et le voyage dans le temps, il y a une énorme différence. À savoir, l'espace n'ajoute rien à l'utopie qui se trouve à la fin. L'espace n'est pas producteur de nouveautés. L'espace marque tout simplement l'éloignement. Par contre, le temps qu'on parcourt est un temps d'innovation. C'est un temps producteur d'innovation. C'est un temps producteur de rationalisation. C'est un temps qui produit un avenir meilleur, et un avenir meilleur qui satisfait les espoirs et les aspirations du présent. Remarquez, c'est un temps, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qui est certain qu'il y avait quelques ennuis, mais il n'y a pas de cycle. C'est-à-dire, aucun empire ne s'est dégradé. Il n'y a pas de catastrophe. C'est un temps graduellement progressif. Si on regarde de plus près pour caractériser ce temps, viennent à l'esprit des termes qui sont des néologismes, qui sont presque contemporains de l'œuvre de Mercier. L'un, c'est la perfectibilité, et l'autre, c'est la civilisation. La perfectibilité, c'est un néologisme inventé par Rousseau en 1754 et qui désigne une faculté distinctive de l'homme. Rousseau dit « L'homme se distingue de l'animal du fait qu'il est perfectible. L'animal est prisonnier de ses instincts, l'homme peut se perfectionner. » Rousseau emploie le terme dans un sens neutre. Perfectionner, ça ne veut pas devenir meilleur, c'est changer en bien ou en mal, il dit. Mais très rapidement, contrairement à l'intention de Rousseau sur laquelle je reviendrai encore, le terme prend un sens franchement positif. La perfectibilité, cette qualité, cette faculté distinctive de l'homme, se traduit
par des perfectionnements graduels. On dit qu'il y a deux types de perfectibilité. D'abord, la perfectibilité de l'esprit, c'est-à-dire que nous accumulons de plus en plus de connaissances. Et cette perfectibilité est indéfinie. D'autre part, il y a la perfectibilité de l'espèce humaine. Ça veut dire que les gens, que ce qui est acquis comme connaissance se diffuse le plus largement. Les gens assimilent, grâce aux écoles, grâce aux livres, de plus en plus de connaissances et deviennent de plus en plus éclairés. La perfectibilité de l'espèce humaine débouche sur de plus en plus de civilisations. Et ça, c'est le deuxième néologisme de cette époque. Le terme néologisme, civilisation, est inventé par Mirabeau. Ce n'est pas le Mirabeau de la Révolution française, c'est son père. Oui, peu importe. En 1756, c'est un terme très rapidement assimilé. Vous avez remarqué d'ailleurs que perfectibilité, c'est un terme qui est aujourd'hui plutôt un terme savant, rarement utilisé, contrairement à civilisation qui a fait une carrière énorme. Qu'est-ce que c'est la civilisation? Or, la civilisation est un terme qui désigne d'un côté un processus et de l'autre côté un certain état de fait. La civilisation est un processus opposé à la barbarie. Le terme civilisation est fait à partir du terme civilité. Civilité, ça veut dire être deux choses à la fois, plus poli, plus civil, plus capable de vivre, plus sociable, pour ainsi dire. C'est peut-être ça le meilleur mot. Hein? On gagne, la civilisation est un processus où on gagne en sociabilité. La sociabilité et la civilisation sont opposées à la barbarie. Les barbares, il y a un peu partout, mais ils sont dehors. C'était les barbares du Moyen-Âge, ce sont peut-être les Tartares, oui. Par contre, dans cette civilisation européenne, on s'avance sur le plan moral, intellectuel, vers des mœurs de plus en plus pacifiques, paisibles, où il y a plus de bien-être, plus de l'autonomie de l'individu. Du coup, avec ce processus, il s'est fait la chose suivante, à savoir qu'on peut, pour ainsi dire, présenter toute l'histoire comme une histoire de la civilisation. On devient, l'espèce humaine, au cours de son histoire, c'est de plus en plus civilisé. Ce ne seront pas les Français, mais les Anglais, notamment Smith, notre Ferguson, qui vont proposer même un schéma qui restera valable jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'au dernier pan. La civilisation passait par 4 stades. On était d'abord, c'était d'abord la cueillette, ensuite la chasse, ensuite l'agriculture et finalement la société marchande et commerciale, celle du XVIIIe siècle. Société de plus en plus individuelle, tolérante, individualiste et tolérante. La civilisation, donc, est un résultat de c'est un processus, mais c'est également le résultat de ce processus. La civilisation, c'est un ensemble de phénomènes sociaux et culturels propres notamment aux Lumières. C'est, autrement dit, ce qui est commun aux élites éclairées du XVIIIe siècle. Le terme civilisation traduit un phénomène historique important. Le XVIIIe siècle est une rare époque dans l'histoire de l'Europe où se manifeste une certaine unité de l'Europe. L'homme de lettres du XVIIIe siècle,
cette communauté repose sur, cette union repose sur une communauté de valeurs. L'homme de l'ère du XVIIIe siècle partage les mêmes valeurs, la tolérance, la liberté de pensée et d'expression, une certaine égalité, c'est-à-dire dans une société d'ordre, oui, il y a la noblesse, il y a les princes, etc. Sur le plan des mérites, les gens sont égaux. On lit les mêmes livres, pas seulement les mêmes livres. Il y a des poupées qui circulent à travers l'Europe. Ce ne sont pas des poupées pour les enfants. Ce sont des poupées qui partent de Paris avec les derniers modèles de robes pour qu'ils puissent rapidement être imités en Autriche ou à Saint-Pétersbourg. Il y a une communauté, je dirais, de goût au niveau des robes, mais également au niveau de la peinture, etc. Il y a une communauté de langues. L'Europe du XVIIIe siècle parle français encore. Un homme de lettres qui part, je ne sais pas, je prends un exemple, un jeune italien, Beccaria, qui va jouer un rôle énormément important dans la réforme du droit pénal en Europe, part de l'Italie. Il a ses lettres de recommandation à tel, à un autre. Il n'est jamais dépaysé, hein. S'il a une recommandation de Voltaire, alors ça, on a toutes les portes ouvertes. S'il a une bonne recommandation, ça peut lui arriver même d'arriver à Ferney et d'être reçu par Voltaire. Oui, il y a cette communauté ensemble. Même les guerres, qui sont nombreuses au XVIIIe siècle, ne séparent pas n'arrivent pas à briser cette communauté. Autrement dit, au-delà des différences confessionnelles, au-delà des particularismes nationaux, il y a encore cette réelle unité des intellectuels. Cela dit, il faut quand même tenir compte du fait que ce terme civilisation comme État est frappé d'une certaine ambiguïté qui va peser lourd. Les hommes de Lumière, de ce genre époque éclairée, croyaient à l'universalité de cette civilisation. L'universalité qui repose précisément dans cette circulation des biens, des hommes et même des marchandises. Et ils sont par conséquent convaincus que ce modèle de culture européenne est un modèle universellement valable. Or, dans cette idée que ce modèle de culture est universellement valable, se cachait un piège. À partir de ce modèle universellement valable, va se former la légitimation, par exemple, de la colonisation, qui cherchait à imposer ces modèles universellement valables aux autres, considérés comme moins civilisés et qu'il faut maintenant commencer à civiliser. Ce sera surtout le cas du XIXe siècle, moins du XVIIIe siècle. Donc il y a cet effet pervers qui pourtant au XVIIIe siècle ne l'emportait pas. Parce que ce qui est frappant pour ces gens du XVIIIe, ce qu'on voit d'ailleurs dans les livres de Mercier, c'est une énorme curiosité pour les cultures autres que la culture européenne. Exemple, prends la Chine. La Chine fascine le XVIIIe siècle. Elle fascine entre autres parce que c'est une culture non chrétienne et qui a produit elle-même sa propre civilisation. Personne ne considère la Chine comme un pays barbare. C'est un pays civilisé. Mais s'il y en a deux civilisations, du coup, quand on les compare, on commence à relativiser à sa civilisation propre. On commence à la remettre en question. Et ce sera également un des héritages
des Lumières. Ainsi, nous sommes partis très loin de notre pauvre Louis-Sébastien Mercier, dès son âge de 1440. J'ai cité Mercier parce qu'il me semblait que Mercier présente d'une manière, pour ainsi dire, emblématique, la certitude de Lumière, cette foi dans le progrès, cette foi que l'histoire sera une voie simple, magistrale. Cette utopie un peu béate, larmoyante, très naïve. Oh, je n'aimerais pas, avec la forte insistance sur le progrès, oh, je n'aimerais pas que vous restiez sous l'impression que les Lumières se réduisent à ces certitudes. Ce qui est important dans ce siècle de Lumière, c'est le fait qu'il ne se réduit pas à sa certitude et il ne se réduit pas à une utopie seule. Il a ses doutes et de même qu'il accepte la pluralité des civilisations, il accepte la pluralité des utopies. Et je ne peux pas évidemment aborder cet autre problème, mais tout simplement un ou deux, trois exemples rapidement. Perfectibilité. À peine le terme inventé, Rousseau sera celui qui remettra en cause l'idée de cette civilisation qui se complique de plus en plus, qui est urbaine, qui se confond avec le luxe, en montrant qu'il y est possible de trouver d'autres voies et que ces autres voies qui ont été pratiquées dans l'histoire sont aussi valables, sinon peut-être ne sont pas moins valables si elles ne sont pas plus que la nôtre. Autrement dit, que la civilisation nous apporte peut-être le luxe et la commodité, mais elle ne nous rend pas nécessairement meilleurs, bien au contraire. Voltaire, qui a été le chantre de cette vie, qu'on est sorti de ces états, comme il dit, des paradis où Adam était crochu, Ève était un peu sale, oui, dans ce beau texte qui est Candide, non, c'est parodie l'utopie. Dans le Candide, son héros, après maintes aventures, se retrouve dans un pays qui s'appelle Eldorado, en Amérique. C'est un pays de l'utopie réalisée. Le sable, c'est le sable d'or. Les cailloux là-bas, ce sont diamants. Le roi est magnifique. Les lois sont splendides. Toutes les femmes sont belles. Et Candide, qui a acquis là-bas les bras ouverts, reste là-bas quelques mois et il s'enfuit là-bas. Parce que c'est un pays où on s'ennuie terriblement. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a rien qui fait la vraie vie avec ce drame, avec ces pièges, mais qui est la vie, la nôtre, non pas artificielle. Diderot, qui croit dans la perfectibilité de l'homme, qui croit que cette encyclopédie qu'il fabrique va faire une révolution dans les esprits humains. Quand il parle de la perfectibilité, de ses progrès, il se pose la question qu'à vrai dire, dans cette idée, il y a quelque chose qui cloche. Pratiquement chaque génération existe seulement pour préparer le bonheur de la génération suivante. Il dit, et qui nous a donné le droit de sacrifier le bonheur d'une génération pour le bonheur incertain de la génération qui vient, et à travers une révolution aussi incertaine que le bonheur est incertain.
Le même Diderot va se poser la question. Évidemment, il ne faut pas revenir à l'état sauvage, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que nous ne sommes pas quand même avancés un peu trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas un état optimal quelque part entre la pauvreté, ces mœurs primitives, cette luxe et la complication de la vie dans laquelle nous vivons? Mais comment trouver ce point optimal? Et qui nous arrêtera dans ce point optimal? D'ailleurs, les espoirs de Diderot vont se porter sur un peuple tout neuf, qui peut-être réalisera ses œuvres de s'arrêter au point optimal. Et ce sont évidemment les insurgés des États américains. C'est ça peut-être ce qui montre la distance qui nous sépare du XVIIIe siècle. Et c'est ici le point sur lequel j'aimerais conclure. Les utopies du XVIIIe siècle sont plurielles. Et je crois que c'est sur ce point-là qu'il faut nettement distinguer. Le XVIIIe siècle montre les utopies du paradis. On dit parfois que les utopies, ce sont tout simplement des versions du paradis laïcisé. Il y a du vrai, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de faux dans cette affaire. À vrai dire, paradis, si on ne le prend pas au sens métaphorique, c'est-à-dire que quand je rencontre une fille, j'ai dit « Ah, tiens, mon paradis », oui, bon, mais au sens propre de ce terme, oui, le paradis est un seul, cautionné par un livre qui est la Bible, et cette caution est une caution unique. Il n'y a pas de paradis dans la Bible. Et paradis était offert aux hommes, malheureusement quitté par les hommes, mais ça c'est une autre tragédie. C'est exactement l'inverse de l'utopie. L'utopie, par définition, est multiple. Chacun de nous, vous et moi, si on se met pendant quelques heures à travailler, on inventera notre utopie, oui. C'est pas si compliqué que cela, hein? Elle n'a aucune caution. Aucun sacré ne cautionne cette utopie. Elle n'est pas située comme le paradis dans l'histoire sacrée, elle est située dans l'histoire profane. Elle n'est pas l'œuvre révélée, elle est l'œuvre humaine. Quoi conclure de cette affaire? Toute la difficulté d'approcher la lumière tient au fait que M. Ralit a souligné. La lumière se prête à différentes appréciations. Elles connaissent elles-mêmes des périodes chaudes, des périodes froides. Je me souviens, cette avalanche de livres qui, autour de 89, a été publiée sur les utopies. On trouvait dans les utopies le prototype du goulag, le prototype des États totalitaires. Ceux qui ont lu l'an 2440, heureusement, ils n'étaient pas nombreux, on les trouvait tous les horaires qu'on pourrait imaginer avec les livres brûlés. Oui. Je me souviens que parler de l'utopie, c'était dénoncer quelque chose, leur fonction maudite dans l'histoire.
Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le rôle de l'utopie était toujours positif. Il n'était pas toujours positif ni négatif. Les utopies n'agissent pas seules. Mais c'est que je constate que j'ai une date même. Autour de 2000, tout d'un coup, la Bibliothèque nationale à Paris a organisé une grande exposition sur les utopies, non pas pour dénoncer les utopies, mais pour montrer la diversité des utopies, avec les utopies terribles. Il y avait une page de Mein Kampf de Hitler, parce qu'il y avait une copie nazie, mais en montrant toute la diversité. J'étais le premier surpris, j'ai participé, j'ai écrit quelques pages dans le catalogue quand on m'a dit que cette exposition toute entière est partie à New York, dans la Library of New York, c'est-à-dire dans la grande bibliothèque new-yorkaise, éditée en anglais. Tout d'un coup, c'était pour moi un signe qui se confirmait d'un énorme renouveau de l'intérêt pour l'utopie. Pour des utopies très différentes d'ailleurs. Ça allait de pair, mais ça je l'avance comme ça approximativement, hein, avec le réveil d'un espoir, d'une utopie qui prenait de plus en plus à la force, c'est difficile de ne pas le reconnaître, qui était le rêve écologique et l'utopie écologique. Il y en a des utopies écologiques, je crois que même plusieurs. Donc, aujourd'hui, il y a un intérêt pour les utopies, il y a des demandes de livres, chercher là-bas les goulags, ça semble être simpliste, nous vivons dans une autre époque. Cela dit, la difficulté est la suivante, pour l'historien que je suis. Nous sommes, par la force des choses, un peu, je dirais, poussé à regarder le passé à travers les yeux de nos expériences de notre siècle. Oui. M. Ralit a cité la belle phrase de Marc Bloch sur l'histoire contemporaine. Marc Bloch disait, c'est Marc Bloch ou Pirenne disait qu'on écrit, toute histoire est toujours écrite au présent. C'est notre chance. Parce que si on avait, c'est la chance des historiens, hein, parce que si on avait à tout le temps reprendre ce qui était déjà dit, on n'aurait pas beaucoup de choses à dire. Oui. C'est également un piège, parce que nous projetons nos expériences, heureuses et malheureuses, et comme le disait le contemporain Louis-Sébastien Mercier, l'histoire nous a apporté un gros lot avec le XXe siècle d'expériences malheureuses sur le passé. Hein. Or, l'historien est un homme de son siècle. Et il ne peut pas, c'est impossible qu'il, en entrant aux archives, oui, qu'il laisse toutes ses expériences au vestiaire avec sa serviette. Hein. Il ne rentre pas là-bas innocent. Et pourtant, il doit à tout prix chercher à retrouver, par rapport aux personnages, aux idées, aux livres, aux attitudes, aux comportements des gens d'autrefois, un peu, je dirais, des regards, des contacts, en quelque sorte naïfs, au maximum débarrassés de toute cette expérience qu'il porte. Réaliser ces deux tâches à la fois, être homme de son temps et se débarrasser de son temps, c'est une tâche impossible à réaliser. Par contre, l'expérience de l'affaire est toujours intéressante. Et c'est peut-être ça l'intérêt du métier de l'historien. Merci de votre attention.